l'objet de cette rencontre, c'est avec l'achèvement du projet, c'est-à-dire le projet va être clôturé en décembre. Il fallait donc faire le point des différentes réalisations au niveau du projet PADERCA, partager un peu tout cela avec les différents partenaires, aussi bien les partenaires sociaux que les partenaires techniques, et réfléchir un peu sur une perspective par rapport à la suite qu'il faut donner donc à cette phase du PADERCA qui s'achève. Et c'était quoi la perspective? La perspective, c'est de voir, parce que le PADERCA en fait a eu à faire des réalisations, mais par rapport à ses ambitions initiales, il y a donc un certain nombre d'activités qui n'ont pas pu être conduites à terme. Et pour tout ce qui a été réalisé, il y a aussi à voir comment consolider et comment donc accompagner les différents bénéficiaires par rapport à l'entretien, à la maintenance, mais aussi à l'exploitation et à la valorisation de tout ce qui a été mis en place par le projet. Il a été question d'un PADERCA 2. Quels sont les contours d'un PADERCA 2? Est-ce que ça va être dans une même zone d'intervention ou dans le cadre de la perspective de cette PADERCA 2, vous allez changer de zone d'intervention? Le PADERCA 2, c'est en fait une proposition qu'on veut faire à l'État du Sénégal. Mais on a voulu d'abord cette proposition la partager avec les différents partenaires qui ont cheminé avec nous dans la phase 1. Ensuite, nous ouvrir au comité de pilotage, qui est une instance nationale également et qui donc pilote le projet. Et ensuite le soumettre au ministère de tutelle et au gouvernement. C'est donc des propositions pour pouvoir, d'une part, consolider et valoriser ce qu'on a déjà eu à faire, mais également aller beaucoup plus loin, nous étendre à l'ensemble de la Casamance, donc pour nous accorder un peu avec l'acte 3 de la décentralisation, donc essayer de couvrir l'ensemble de la Casamance naturelle et essayer de s'y déployer en faisant des réalisations aussi similaires aux réalisations qui étaient dans la phase 1, mais également de nouvelles types de réalisations qui sont envisagées, et dans le sens par exemple de l'atteinte de certains objectifs qu'on s'était assignés dans la phase 1, le problème de sécurité alimentaire, le problème de production agricole. Donc pour qu'il y ait une meilleure participation en tout cas au développement de cette Casamance naturelle. Quels sont les projets qui ont été ficelés et qui n'ont pas été réalisés durant la phase 1? Ce qui a été ficelé et qui n'a pas pu être réalisé en phase 1, c'est la plus grande activité qui n'a pas pu être réalisée, c'est surtout lié à un problème de désenclavement, c'est les quais. Il était prévu de réaliser dans la région de Séyou et dans la région de Ziguinchor un certain nombre de quais, mais ça n'a pas pu aboutir tout simplement, c'était un problème de passation de marché. C'est-à-dire que quelqu'un a été attributaire du marché et au dernier moment, cette personne s'est rétractée et par rapport aux procédures de marché, donc on n'a pas pu le contraindre à réaliser et on a donc abouti à une résiliation et au moment de reprendre par exemple le marché, de le relancer et de le réattribuer à quelqu'un, on s'est rendu compte que c'était trop tard parce qu'on allait directement vers la clôture du projet. Donc on était obligé à ce niveau-là d'abandonner, de renoncer et de voir si dans une perspective future, on ne pourrait pas donc reprendre cet investissement-là et aller même beaucoup plus en faisant beaucoup plus de quais. Nous sommes presque à la fin de la phase 1. Comment jugez-vous le bilan de cette phase? Le bilan, nous le jugeons très satisfaisant, surtout quand on fait le parcours et quand on regarde en arrière les conditions dans lesquelles le projet a eu à démarrer, l'environnement même au niveau de la zone du projet et le contexte dans lequel ce projet a eu à évoluer. Donc on se rend compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts, mais beaucoup de sacrifices ont été consentis par les différents agents du projet, mais également on a bénéficié de l'appui d'autorités locales, d'autorités administratives, et ce n'était pas donc évident qu'on puisse aller jusqu'à plus de 90% de réalisation à ce mois de novembre. On n'a pas encore clôturé, on va clôturer en décembre. Et d'ici décembre, je pense qu'on va encore pouvoir afficher un taux de réalisation beaucoup meilleur.
c'est dire que c'est vraiment une satisfaction. Mais notre satisfaction, elle vient surtout du fait qu'on a eu au mois de mai, au mois de juin, à parcourir les différentes zones où le PADERCA a eu à s'investir. Et avec les autorités, avec les partenaires, on a sillonné ces zones, visité un peu les réalisations et écouté les différentes réactions. Et ces réactions qu'on a eu donc à enregistrer étaient des réactions satisfaisantes. Et c'est ce qui fait nous-mêmes notre propre satisfaction. Quel est le niveau d'absorption des crédits alloués au PADERCA? Oui, le niveau d'absorption, je parlais de plus de 90%. Mais en fait, à l'heure actuelle, lorsqu'on dit 90,48%, c'est sans tenir compte de tout ce qui est en train d'être enregistré au niveau du système de la BAD. C'est-à-dire qu'il y a des décomptes en paiement, il y a des paiements en instance qui donc doivent transiter par le ministère des Finances pour aboutir au niveau de la BAD qui doit le prendre en compte dans son système. Une fois qu'il l'a pris dans son système, il pourra donc nous donner le taux réel d'absorption. Le taux définitif, on l'aura en 2015. C'est seulement qu'ils feront l'évaluation complète pour nous dire que, mais pour le moment, le taux qu'on peut vous donner à ce jour, c'est 90,48%. L'objectif du projet, c'est de concourir à la réduction de la pauvreté. Sur les faits, quand vous avez eu à sillonner l'ensemble de vos réalisations, pensiez-vous que c'est des réalisations qui ont réellement impacté sur la réduction du niveau de paupérisation des populations rurales? On a déjà lancé une enquête qui doit pouvoir nous révéler de façon beaucoup plus précise cela. Mais avant qu'on ait les résultats de ces enquêtes, le parcours qu'on a fait au niveau de chaque département et au niveau des arrondissements et des collectivités locales, on renseignait quand même sur les effets. Pour le moment, on peut parler des effets que nos investissements ont eu à produire. Et quand on prend les salles de classe, ça a permis de résorber les abris provisoires. Quand on prend les postes de santé, un poste de santé chez nous, ça veut dire que c'est un dispensaire avec tout ce qu'il y a comme confort et une maternité également avec tout ce qu'il y a comme équipement. Et tous les types d'équipements, depuis l'équipement pour le personnel qui y travaille, tout comme l'équipement pour les malades. Donc, au niveau des aménagements, ça a permis en tout cas de jouer un grand rôle dans la lutte anti-sel, donc de protéger beaucoup de vallées et d'essayer en même temps de procéder déjà à la récupération de terres qui étaient déjà affectées. Donc, quand on écoute ces populations, surtout ceux qui ont eu à bénéficier dès les premières années de nos réalisations, ben, on se rend compte qu'il y a eu réellement un impact, une satisfaction des populations et donc ces différents effets positifs. C'est ça qu'on voudrait surtout renforcer dans le cadre d'une phase 2, étendre ça par exemple à toute la Casamance.